est-ce que vous êtes prêts dans la session? On a pas mal de monde, on a presque une 60aine de personnes. Allez, c'est parti. Hop, donc, dans cette session, on va faire un retour d'expérience et on adore faire des retours d'expérience dans ce type de conférence parce que c'est important de voir des vrais projets, des gens qui sont confrontés à des problématiques et qui, au final, arrivent à apporter de la valeur grâce aux outils. Évidemment, dans une conférence comme le Power Saturday, les outils dont on va parler, surtout dans cette track, ça va être Power BI. Donc, je vais être accompagné de Camille, Thomas qui vont se présenter juste après, qui sont de la société Eurovia. Mais j'en dis pas plus parce qu'évidemment, ils vont se présenter la société, présenter le projet et ensuite on déroulera pour voir justement ce qui s'est passé dans ce projet. Camille, honneur aux dames. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Van Enoge et j'ai travaillé sur ce projet donc en tant que chef de projet IoT chez Eurovia. Bonjour à tous, moi c'est Thomas, je suis Product Owner pour la plateforme IoT du groupe Eurovia. Donc sur cette plateforme, il y a entre autres eTrack dont on va parler aujourd'hui. Moi je suis plutôt la partie métier, donc qui vient de la construction. Ok, et tu as un historique très métier d'ailleurs, hein, pour le coup, tu n'es pas du tout informaticien. Non, pas tout à fait, non, exactement. Et donc moi je suis Jean-Pierre, pour ceux qui ne me connaissent pas, dans ce projet, le rôle que j'ai eu, j'ai pu travailler avec Thomas et Camille. J'étais un peu on va dire lead technique sur les côtés Power BI en partie et IoT aussi en partie. Voilà, donc j'ai eu la chance de mettre les mains dedans et de travailler avec eux sur ce projet. Avant qu'on parle justement des éléments techniques et de peut-être les petits détails un peu croustillants qui, je pense, vont intéresser notre auditoire, est-ce que quand même vous pouvez poser un petit peu les bases et nous présenter qui vous êtes et justement ce projet, quels sont les enjeux, enfin dresser un petit peu tout ça. Je crois que c'est Thomas qui s'y colle. Oui, merci Jean-Pierre. Donc on va commencer déjà par présenter Eurovia. Donc Eurovia, c'est une société de travaux publics qui est une filiale du groupe Vinci, donc qui est un groupe français, je pense, connu de tous, qui travaille beaucoup en France, en Europe et puis aussi beaucoup en Amérique du Nord. Donc voilà, Eurovia est une société intégrée, c'est-à-dire que nous construisons des routes, mais avant de construire ces routes, on produit de l'asphalte. Et pour produire cet asphalte, il faut travailler dans des carrières, c'est-à-dire sur la récupération des matériaux, donc cailloux, gravier et matériaux pour béton. Et ensuite, une fois qu'on a construit la route, il faut la maintenir dans le temps. Donc on a des contrats de concession, ça peut être pendant 20 ans, 30 ans. Il faut s'occuper de la route pour la maintenir en état pour nos partenaires. Ok. Donc voilà quelques chiffres concernant Eurovia. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons presque 40 000 chantiers par an de par le monde. Et puis à peu près le même nombre de véhicules, on a un peu moins, 30 000 véhicules, c'est l'ordre de grandeur. Et donc voilà, on a des agences un peu partout dans le monde, donc on en a une par département français pour vous donner un ordre de grandeur. Et comme je vous disais, surtout en Europe et beaucoup en Amérique du Nord, où c'est en ce moment le continent sur lequel on se développe le plus rapidement. Voilà. Ouais, Voilà, donc là il y a la carte pour illustrer nos propos. Donc voilà, alors c'est bien, non, c'est bien, on peut y aller. Donc l'ambition de l'IoT chez Eurovia, donc c'est un projet très ambitieux qui s'inscrit dans la transformation digitale du groupe. Donc pour l'IoT, il s'agit de connecter tous nos véhicules, mais comme je vous le disais avant, il n'y a pas que ce projet, donc on veut aussi connecter nos usines enrobées, nos carrières et nos industries. Et donc l'objectif principal, mais ce n'est pas le seul, hein, c'est vraiment d'être en mesure enfin de monitorer en temps réel nos consommations d'énergie pour être en mesure d'acter et de suivre nos réductions de CO2, qui est un objectif très fort du groupe Vinci. Donc notre Xavier Huillard, le président, s'est engagé à réduire les émissions. Donc nous sommes engagés à réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030 par rapport à la base de 2018. Donc la plateforme IoT, c'est un outil pour pouvoir suivre nos émissions et donc pouvoir atteindre cet objectif en toute transparence.
Voilà, merci Jean-Pierre. Donc là, c'est plus sur plus sur notre métier, plus sur nos collègues qui vont utiliser la plateforme IoT. Donc évidemment, c'est en premier lieu pour les profils métiers, donc ceux qui travaillent sur les chantiers, sur les carrières, sur les industries. Donc vraiment ceux qui sont sur site, mais aussi ceux qui sont en agence, donc plus pour les cadres. Et le profil plus équipement, donc l'équipement, qu'est-ce que c'est dans une entreprise de construction? C'est toutes ces équipes qui s'occupent de la maintenance des matériels, c'est-à-dire des pelles, des chargeuses, des tombereaux. Mais pas que, c'est-à-dire ils suivent aussi, ils prennent des décisions pour les investissements. Donc ça, ce sont des décisions très importantes puisqu'une machine qu'on achète aujourd'hui va être encore pendant 10 ans dans le groupe. Donc c'est très important de prendre les bonnes décisions maintenant, parce que ça va impacter, quand on parle de CO2, ça va impacter nos émissions pour les années à venir. Donc comme ces décisions sont importantes, il faut prendre en compte tous les paramètres qui sont principalement la consommation, les coûts de maintenance et puis bien sûr les coûts d'achat et de revente. Donc on va vous en parler un peu plus tard, en particulier sur le concept de ralenti, qui est le taux d'utilisation des machines. Donc là, pareil, pour les profils d'équipement, ça va vraiment du chef d'atelier qui est vraiment sous la machine à visser et souder, jusqu'au directeur matériel du siège qui gère des investissements de l'ordre de 300-400 millions d'euros par an. Donc globalement, en proportion, il n'y a pas trop... on voit que la référence est plutôt le casque que la cravate, en fait, pour les utilisateurs. Ah oui, en nombre, absolument. En nombre, absolument. Et c'est vraiment quelque chose de très important, c'est qu'on a impliqué ceux qui ont un casque, mais aussi ceux qui ont une cravate depuis le début pour pouvoir répondre au plus près aux besoins de tout le monde. Et on va en parler plus tard aussi aux besoins qui varient beaucoup en fonction des pays, mais aussi en fonction des branches d'Eurovia. Ok. Alors ce projet iTrack, qui est donc, si j'ai bien compris, un des pans finalement de toute votre ambition IoT en fait au final. Camille, voilà. Tu peux nous en dire un petit... Je vais laisser la main à Camille là-dessus. Oui, donc juste... donc c'est un des pans. L'autre pan principal, c'est plus sur la partie stationnaire. C'est vraiment sur les usines qui sont fixes. Donc là, on parle d'usines Nord-Obé. On parle aussi de carrières et de gravières. Voilà. Mais j'en dis pas plus là-dessus. Je vais laisser la main à Camille qui va plus vous parler des équipements mobiles. Donc, cette application qu'on a nommée iTrack permet de visualiser des données sur tous nos équipements mobiles. C'est-à-dire, ça peut être une voiture, un camion, comme un tractopelle et des engins de chantier un poil plus conséquents. Quand on parle de visualiser des données, on a certains grands types de données qui nous intéressent et qu'on arrive à capter actuellement. Donc, on a bien sûr de la géolocalisation, donc savoir exactement où sont nos équipements et être capable de voir l'ensemble de ces équipements sur une carte. Ça, c'est un des objectifs de iTrack. Et aussi, l'autre objectif qui découle directement de ce que Thomas vient d'expliquer, c'est que on va réussir à visualiser maintenant donc, le nombre d'heures où la machine fonctionne et le nombre d'heures de ralenti. C'est-à-dire le contact est allumé, mais la machine ne bouge pas, donc il ne se passe pas grand-chose. Et on va aussi pouvoir visualiser la consommation de carburant. Donc avec ces deux indicateurs, on va pouvoir comparer les équipements entre eux et être capable de visualiser directement les équipements qui peuvent poser problème ou qui consomment trop ou qui font trop de ralenti. Autre donnée qu'on a, c'est aussi des codes alertes, c'est-à-dire que la machine va renvoyer une erreur si jamais il y a un problème, par exemple un niveau d'huile qui est bas ou des choses comme ça. Et donc on va être capable aussi de les visualiser. Alors, souvent, quand on fait des retours d'expérience, il y a une question qui revient souvent, donc je la précède, elle n'a pas été posée dans le chat, mais c'est de se dire finalement, pourquoi Power BI? Alors, je pourrais, mais je ne ferai pas dire, comme tu parlais de visualiser des données, finalement, Power BI, comme outil de DataVis, c'est très bien. Alors, Power BI va un petit peu plus loin avec l'analyse de données, donc voilà, je coupe court à tout le raccourci qu'il pourrait y avoir, mais voilà, globalement, qu'est-ce qui vous a fait dire que Power BI était un bon outil finalement dans l'équation? Alors, on va prendre les plus, hop, et d'ailleurs, je mets la petite anti-sèche qui va bien, et ensuite, on verra un petit peu finalement les limitations qu'il aurait pu avoir. Donc déjà, qu'est-ce qui est bien dans Power BI? Tu prends le point, Thomas? Je veux bien. Alors, il y a trois raisons principales, donc je vais parler de la première. Donc, comme je vous le disais avant, c'est qu'on a un groupe international et surtout on adresse iTrack à des
fonctions qui sont très différentes. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est la flexibilité de l'outil. C'est-à-dire un rapport qui plaira peut-être beaucoup à nos collègues en Allemagne ne sera pas forcément efficace au Québec ou au Chili. Du coup, en prenant Power BI, on peut permettre à chaque utilisateur, d'éditer les rapports qui l'intéressent. Donc, pouvoir changer la langue, changer la monnaie, changer la couleur. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'avoir une base de données commune à tout le groupe. Après, sur la visualisation, c'est vraiment une force de Power BI de pouvoir s'adapter à tout le monde. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant dans Power BI, c'est qu'il y a des évolutions qui se font au fil de l'eau, donc dont on profite en utilisant l'outil. Voilà. Je te laisse, Camille, sur les deux autres points. Alors, ce qui est très intéressant aussi sur Power BI, c'est qu'on est capable, enfin, n'importe qui avec un petit peu de formation est capable de toucher à Power BI et de modifier ce dont il a besoin. Donc, c'est-à-dire que moi, au niveau global, je suis indépendante pour modifier l'application quand j'ai des petites retouches à faire, ne serait-ce que modifier une couleur. Je n'ai pas besoin de chiffrer et demander à ce qu'on m'aide. Et aussi, ensuite, au niveau pays, ils sont capables de le faire eux-mêmes. Puis après, aussi, il y avait forcément un indicateur coût qui fait que avec Power BI, on était capable de sortir très rapidement une application fonctionnelle pour moins cher que si on devait développer un site entier. Ça arrivera peut-être, mais c'était du coup un très bon début. D'accord. Donc trois avantages marquants. Maintenant, finalement, si tu devais citer des limitations qu'il pourrait y avoir, ou en tout cas des petits freins qu'il y a à Power BI, donc on se force à l'exercice. On sait qu'il n'y en a pas du tout, mais non, je plaisante. Alors, les quelques petits problèmes ou enfin contraintes qu'on peut avoir avec Power BI, c'est que de temps en temps, les utilisateurs peuvent nous demander des choses très spécifiques. C'est-à-dire que on va me demander un visuel très particulier avec un petit chiffre ici ou ça en couleur, etc. Bon, bah, si j'ai pas la possibilité de personnaliser ça sous Power BI, je vais pas pouvoir le faire. On n'est pas aussi flexible que justement avec un site où on peut modifier le code et c'est quasiment infini. Aussi, t'as un exemple de visuel à la rigueur qui aurait pu être quelque chose de bloquant que... Par exemple, sur un bar chart du coup vertical, enfin les barres horizontales, mais on déroule en vertical, on va demander de mettre une ligne moyenne, c'est-à-dire de se dire bon bah ici j'aimerais voir la moyenne. Sauf que ça actuellement c'est pas possible. Oui, une moyenne dynamique, en tout cas, où en bidouillant, en effet, on peut avoir des éléments, ou alors il faut creuser dans les customs visuels, mais là, il y a un petit travail à faire. Et je vois Push Excel, là, est-ce que c'est pas un peu en paradoxal avec la Self-Service BI, pour le coup? Bah, c'est vrai qu'on nous a demandé, alors, on est dans un contexte un petit peu particulier, on a encore besoin d'intégrer des fichiers Excel régulièrement dans nos systèmes. Les connexions ne sont pas encore faites correctement. Et du coup, on nous a demandé en fait de recevoir un fichier Excel qui aurait été généré en fait par une page de rapport Power BI toutes les semaines pour qu'ils puissent l'intégrer. Et c'est vrai que c'est pas forcément fait pour et c'est pas forcément l'idée. Donc ça, actuellement, on est encore un peu bloqué. Oui, disons que techniquement, ils peuvent se le faire eux-mêmes en exportant les données, mais en fait, il manque le push. Mais pour ça, il faut aller peut-être vers les rapports paginés. Mais en tout cas, ce n'était pas votre souhait c'est pas de votre vision de la Self-Service BI pour vos utilisateurs, quoi. Voilà. On est en phase de transition, donc on s'adapte à nos clients internes. Ok, mais Excel sera toujours présent. Et je vois évolution de modèle, donc ça, c'est potentiellement, parce que tu disais que tu étais autonome tout à l'heure, Camille, sur pas mal de modifications. Hein. D'ailleurs, on va le voir avec l'application juste après, il y a plein de trucs que tu as fait toi. Mais globalement, elle est où la limite où toi, tu n'es plus en capacité de faire évoluer le modèle ou de faire évoluer un rapport? Alors, comme on va le voir par la suite, en fait, dans notre architecture telle que c'est fait, c'est une base de données SQL qui va nourrir Power BI. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore développé assez les compétences en interne pour être capable de modifier correctement cette base de données SQL et de modifier les vues pour avoir les informations dont on a besoin, où on en a besoin. Et donc là-dessus, on n'est pas encore indépendant. Donc, quand il me manque un petit champ qui est pourtant présent dans le modèle, mais qui n'est pas dans la bonne vue, je suis obligée de demander un petit peu d'aide.
D'accord. Bah justement, alors je vais justement, ça tombe bien, on va parler un petit peu de technique. Et là, je vais évidemment, ayant fait partie des gens qui ont implémenté le projet et qui ont justement géré cette partie technique que vous maîtrisez moins, je vais essayer non pas de justifier ce que tu dis, mais en tout cas de l'illustrer et de voir justement pourquoi il y a un peu cette limitation de ton côté pour maîtriser cette partie-là. Alors, tout simplement, déjà, voyons un peu la big picture du projet iTrack. Donc, globalement, on a les sources de données. Donc, vous l'avez cité tout à l'heure, hein, c'est les équipements mobiles. Ça peut aller en effet de choses, des équipements lourds comme des équipements un petit peu moins lourds. Mais on a deux autres types de données aussi, hein, parce qu'on a besoin, c'est d'ailleurs un point important de votre projet, c'était aussi de faire le croisement avec des données référentielles, certaines manuelles, certaines qui viennent de SAP. On mixe tout ça et là, il y a ce que vous appelez la plateforme Internet des objets. Globalement, tout ça arrive dans Azure. On a quelque chose, donc je vais détailler évidemment. Et ensuite, on a Power BI qui est pour la partie analyse et visualisation, pas juste data vis, hein, il y a la partie analyse, mais ça tombe bien parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Donc ça, c'est la vision de Big Picture. Si je descends d'un cran dedans, et je vais le mettre un petit peu différemment, c'est de se dire qu'est-ce qu'est une architecture de référence, qu'on appelle un blueprint, d'un projet IoT. Donc l'idée, ça a été de se dire, faisons en sorte que la plateforme, juste avant, la plateforme Internet des objets qu'on va créer, va se rapprocher au maximum de ce qu'on fait de l'IoT. Puisque, comme tu l'as dit Thomas, vous aviez émis dès le début que finalement iTrack n'est qu'un bout, donc on s'est mis quand même dans un objectif d'avoir une vraie plateforme IoT pour l'ensemble des sujets d'Eurovia. Donc on va retrouver les éléments qu'on a ici, mais là c'est pas l'architecture du projet, hein, c'est une architecture de référence, mais on va retrouver différents éléments et je vais essayer de les simplifier avec quelques pictos. Sans forcément détailler parce que vous n'allez pas savoir exactement comment c'est implémenté et puis deux, ça n'a pas forcément de sens dans cette session puisqu'on va parler surtout de Power BI. Mais que vous compreniez bien, il y a quand même tout un travail qui arrive avant et je vais essayer au moins de le justifier. Déjà, si on cherche à avoir de l'épure IoT, il nous faut au milieu ce fameux Event Hub qu'on a et on va travailler avec un mode événementiel. Pourquoi? Parce que dans l'IoT, je vous renvoie à la session que j'ai fait ce matin pour aller regarder en replay quand elle sera diffusée. Mais en fait, on est vraiment dans un paradigme où on est obligé de traiter en mode événementiel, en mode un petit peu temps réel, les données qui arrivent pour des alertes, pour des moyennes, enfin pour plein de choses. Donc on a ce Event Hub avec des données qui sont retraitées. Le problème, c'est que toutes les données sources de ce projet-là, mine de rien, on peut dire que c'est de l'IoT qui vient des véhicules, mais en fait, on a une couche d'API qui sont les constructeurs, Caterpillar, Virgin, Liebherr, etc., qui finalement exposent les API, non pas cette fois-ci en temps réel, mais en mode batch. Donc en fait, on a fait une petite couche qui va voir régulièrement ces interfaces, récupère les données, pareil pour SAP, et en fait les réinjecte dans un mode IoT. Donc ça, c'est pour se rapprocher du blueprint IoT, avoir quelque chose qui va être évolutif pour le coup, hein, pour l'avenir. Et ensuite, on pourrait dire, oui, mais finalement, Power BI, c'est aussi un mode batch, donc pourquoi on est repassé par de l'IoT au milieu? Bon, pour plein de choses, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il faut en effet qu'on revienne sur quelque chose d'un petit peu plus classique quand on arrive sur Power BI. Et bien là, pour le coup, tout simplement, on a fait un data mart. Et ce qu'on a mis en place dans l'architecture, c'est que finalement, on a le mode événementiel qui alimente en temps réel un data mart, hein, donc c'est du SQL, mais il est alimenté en temps réel, en permanence par les événements qui arrivent. Et ensuite, on a Power BI et principalement Power BI Premium. Donc, le choix de Premium a été justifié pour deux choses. L'incrémental, au moment où on a fait le choix, il n'y avait pas encore l'incrémental pour la version Pro. Le deuxième, j'en parlerai un tout petit peu après avec les données sur la volumétrie, mais j'en dis pas plus maintenant. Et la troisième justification du Power BI Premium, l'idée c'était de se dire, OK, pour charger le data mart en mode un peu asynchrone, hein, tous les X, mais l'idée c'était pas non plus de le charger que 8 fois par jour. Donc pour avoir un chargement toutes les demi-heures ou même toutes les heures, il faut absolument avoir Power BI. Voilà. Et le dernier point de l'architecture, mais ça n'a pas d'intérêt dans cette session, c'est qu'il y a évidemment un data lake pour tout un tas de sujets. On en parlera un tout petit peu à la fin, des sujets de data science ou même autres, hein, de retraitement ou de consolidation de données. Hop, j'avance un petit peu pour qu'on ait le temps de passer sur l'application, juste pour qu'on comprenne un petit peu les données qui ont été manipulées dans ce projet. Et vous allez vite voir aussi pourquoi on a besoin finalement d'avoir, si je reviens sur l'architecture, tous ces éléments intermédiaires pour préparer la donnée
pour que ce soit super simple pour Power BI. Donc, il y a un protocole qui s'appelle AEMP, qui est censé être respecté par l'ensemble des constructeurs, qui stipule finalement tout un tas d'indicateurs, donc ceux dont Camille parlait, de la localisation, mais aussi des temps de ralenti, des temps de fonctionnement, le statut du moteur, le niveau d'essence, etc., etc. Donc, tout ce qu'on a besoin pour savoir comment fonctionne un véhicule, c'est censé être codifié. Bon, après, il y a la règle et puis l'interprétation de la règle, c'est un peu comme le HTML, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des petites spécificités en fonction du constructeur, en fonction du véhicule, en fonction de tout un tas de choses. Donc déjà, c'est un premier point qui fait qu'on a des règles de retraitement, on va en reparler un tout petit peu après, mais on a des règles où finalement, en fait, tout ça, on ne va pas forcément le coder en bout de chaîne. On a mis en place tous les éléments et l'IoT nous permet justement avec, je reviens sur le truc, avec la partie traitement, d'avoir du microservice et des Azure Functions qui vont nous retraiter les données au fil de l'eau comme elles arrivent et d'appliquer ces règles de gestion. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez un joli JSON qui représente un point de données. Maintenant, chaque point de données, finalement, nous on le remet sous forme de ligne. Et une ligne, finalement, c'est un créneau. Donc ce véhicule, et on lui met tous les points de données qu'il y a. Donc il y a 12 points de données qui sont remontés par le projet. Et globalement, on a 1 million de lignes par mois. Alors, à la base, ce qui est assez marrant, c'est quand on a fait les premières estimations et qu'on a voulu caler le projet, on s'était dit que sur un an, on aurait 3 milliards de lignes. Finalement, on en a beaucoup moins, tout simplement parce que les véhicules, en fait, ne donnent pas des données très régulièrement. Certains constructeurs vont les donner tous les quarts d'heure, ça c'est le mieux qu'on ait pu se caler, et d'autres, finalement, ne donnent la donnée qu'une fois par jour. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a moins de points de données qui va bien. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'était un des troisièmes points qui avait fait le choix de partir sur du premium, c'était qu'on savait qu'on allait dépasser les 1 giga de taille de modèle. Et finalement, en fait, ça pourrait presque rentrer, puisque le modèle aujourd'hui, avec 4 mois d'historique, puisque ça fait 4 mois maintenant que c'est déployé, il fait 370 mégas. Je parle bien en mémoire, c'est pas le PBX. Pour le coup, qui est encore plus petit. Mais voilà, globalement, on est sur quelque chose qui, en une année, tiendrait sur 1 giga de données. Donc voilà un peu pour vous donner une idée des données qu'on a et du modèle. Maintenant, je vais parler un petit peu de modélisation, et puis on va vite voir après la partie DataVis où il y a plein de choses intéressantes. Sur la modélisation, pas de choses extrêmement compliquées. On a essayé de se rapprocher au maximum d'un modèle en étoile, donc les préceptes de la BI et de l'analyse de données. Alors, je vous ai mis évidemment de façon anonymisée, puisque on va quand même protéger un petit peu ce qui a été fait pour le coup. Donc, en jaune, les tables de faits, en bleu, les tables de dimension, et en rouge, la petite spécificité avec la RLS et toute la sécurité. J'ai mis dans la petite bulle ici, juste pour voir, c'est que si on se concentre sur une seule table de faits, par exemple, donc la principale, celle qui contient quasiment tout le modèle, qui s'appelle données mesurées, qui est finalement tous ces points de données, on a une étoile quasi parfaite qu'on va analyser par équipement, par chantier, par horaire et par date. Voilà, petite spécificité sur les calculs de période. Mais voilà, on a une étoile, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc pas vraiment de points particuliers. Les petits points, on va dire pas compliqués, mais sur lesquels il y a eu un petit peu plus de travail. Évidemment, la RLS, il y a toujours un petit peu de travail, surtout qu'elle est many-to-many, puisque évidemment, une personne, un chef de chantier ou un conducteur de travaux va potentiellement pouvoir voir plusieurs équipements, plusieurs délégations, et évidemment, un équipement peut être vu par plusieurs personnes. Donc, on a un many-to-many, mais on l'a quand même simplifié. Il y a eu un petit travail de simplification pour diminuer la cardinalité qu'on pouvait avoir sur la RLS. Donc il y a un petit travail justement où on étend un petit peu le sujet pour réduire la cardinalité de la RLS. Et autre élément, le changement incrémental, c'est pas très technique, mais en tout cas on a travaillé pour faire en sorte que ça puisse être chargé incrémentalement, ce qui est assez facile avec de l'IoT, tout est dans le nom déjà, pour le coup. Un petit stockage hybride, parce qu'il y a une table, la table dernière donnée, qui pour le coup, elle est en direct pour justement, alors c'était pas une forte demande de savoir exactement à l'instant T où était le véhicule, mais l'idée c'était de se rapprocher du dernier point qu'on avait observé. Donc on a une table, mais on a fait une modélisation un petit peu différente, donc déjà elle n'a pas la même granularité que les autres, donc on pourrait dire qu'elle est agrégée, mais sauf que l'agrégation c'est le last en fait, on récupère que la dernière valeur pour chacun des équipements.
Voilà. Et l'autre point, bah, finalement, les deux derniers points à noter sur le schéma, et à la rigueur, je surveille un petit peu les questions qu'il peut y avoir, mais je vois que Camille et Thomas y répondent. N'hésitez pas à la rigueur s'il y en a une où vous avez besoin de mon aide pour y répondre. Donc les deux derniers points, une très forte cardinalité d'une des dimensions. Alors ce que les gens connaissent très bien dans le retail ou même dans la facturation, hein, pour le coup, là notre cardinalité elle est sur une dimension qui en plus est cœur et complexe puisqu'elle est aussi liée à la sécurité. C'est la dimension équipement. Alors on était parti, le titre de la session c'est 12 000 véhicules, mais aujourd'hui, rappelle-moi Camille, combien il y a de véhicules dans le modèle en prod? 35 000. 35 000. Donc on a une forte cardinalité qui sont les équipements. Et donc voilà, il a fallu quand même prendre quelques précautions. Pas de modélisation particulière, hein, mais quelques précautions à prendre quand même. Et enfin, le dernier point, mais on en reparlera quand justement on va regarder la démo. Juste pour vous donner une idée, au final, quand on est parti en prod, il y en a peut-être d'autres qui ont été créés depuis, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, on était à 90 mesures en gros, donc un petit peu moins de 100 mesures. Dedans, il y a évidemment des mesures techniques et des mesures d'analyse qui sont utilisées par les personnes. Donc, c'était pour vous donner un petit peu une vision de ce modèle en termes de volumétrie, en termes de modélisation. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est finalement de regarder l'application. Cette fois-ci, on va switcher et on va avoir une petite démo. Camille, c'est toi qui vas nous faire un petit tour du propriétaire avec une version anonymisée de l'application. C'est-à-dire que c'est la même. C'est pas une application au rabais, il y a juste quelques pages qu'on ne montre pas et tu es parti sur un modèle qui a été anonymisé pour la sécurité. Très bien. Je pense qu'il y a une question pour toi dans le chat auquel je ne saurais pas répondre. Donc le temps que je switch. Ok. La question sur les agrégations, c'est ça? C'est ça. Oui, alors je pense que Tristan veut parler justement quand on est en mode hybride de pouvoir, donc sur certaines tables, de précalculer les agrégations. En fait, on avait prévu au départ quand on imaginait, je ne sais pas si vous êtes toujours là parce que j'ai mon écran qui frise. Je suis toujours là. Ok, bon, je vais continuer à parler. On avait, quand on était sur la base de 3 milliards de points, donc là, s'il y avait eu 1 point par minute par équipement, on était sur 3 milliards de points. Là, on aurait certainement utilisé des agrégations parce que 3 milliards de lignes, c'est pas que Power BI ne sait pas le faire, mais on a, et tu le sais très bien, puisque tu connais très bien le sujet, Tristan, on aurait eu des segments, on aurait eu trop de segments. Donc là, on aurait certainement utilisé des agrégations, mais on n'a pas eu besoin d'avoir recours à cette optimisation parce qu'au final, on n'a pas non plus des données. Et puis surtout, c'est très bien partitionné par mois. Donc voilà. Donc, si ça répond à la question. Hop, on reprend le cours. Je te laisse finalement expliquer cette première page. Alors, donc là, c'est la page d'accueil de l'application. Et l'idée, c'est de faire un petit peu un effet waouh, de se rendre compte de tous les véhicules qu'on a actuellement de connectés, donc 7500. Et sur cette page, donc bien sûr, on a quelques filtres à côté qui nous permettent de sélectionner ce qui nous intéresse, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a des filtres qui sont liés à notre référentiel SAP, donc c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes catégorisations de hiérarchie, de périmètre qu'on peut l'avoir dans SAP. Hop. C'est toujours plus long quand on fait une démo. Donc là, bon, on en parlera sûrement après, mais on voit déjà un petit problème. J'ai sélectionné Île-de-France-Normandie. Bon, la machine qui est là, manifestement, elle n'est pas en Île-de-France-Normandie. Enfin, ça, sûrement, on a un petit problème de capteur GPS, étant donné qu'on est à la latitude et longitude 00. Mais si on se rapproche un petit peu plus de ce qui nous intéresse, donc là, on voit l'ensemble des équipements connectés en Île-de-France-Normandie. Et quand on passe la souris sur un point, sur un équipement, on va avoir un petit peu plus d'informations. C'est-à-dire que là, donc là, c'est anonymisé, c'est-à-dire que j'ai mis des identifiants qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc normalement, on a une description de l'équipement, donc là, équipement plus un identifiant. On sait à quelle agence il est rattaché. On sait sur quel chantier il a travaillé la dernière fois. Donc là, j'ai vu passer une petite question là dans le chat. Oui, il y a un lien avec Papyrus, même si ça ne parle pas beaucoup à tout le monde, j'imagine. Papyrus, c'est l'application chez Eurovia qui va permettre de pointer les engins sur un chantier pour réussir à faire ensuite la facturation derrière de l'engin. Donc, on récupère ce genre de données. Et là, on voit bien sûr, quel est le statut moteur, le carburant restant, quand est-ce qu'on a reçu cette donnée. Donc la dernière, là, c'était il y a 4 jours.
Et puis, on voit un petit peu l'utilisation de l'équipement sur les 14 derniers jours. Donc, en rouge, on a le temps de ralenti. En gris, on a l'utilisation réelle, donc c'est-à-dire le nombre d'heures totales de fonctionnement moins le temps de ralenti. Et en bleu, on a la consommation de carburant en litres par heure. Alors, moi, je suis là pour raconter les petites anecdotes d'implémentation hein, sur ça, Camille. Je te laisse la description fonctionnelle. Ce qui est intéressant sur cette page, il y a eu plusieurs choses. C'est qu'au final, le besoin, c'était, là, tu l'as masqué, mais à quoi que non, je vois que tu as les divisions de localisation, mais globalement, sur cette page, on voulait afficher et des équipements, mais aussi des chantiers, mais aussi des éléments, et voire même mettre des pictos avec le véhicule, carrément le petit picto pour chaque véhicule ou le découpage du chantier. Donc, on a une complexité finalement à avoir la carte qui fait tout, parce que chez ArcGIS, il y a certaines fonctionnalités, chez Mapbox, il y en a d'autres, chez IconMap, il y en a différemment, mais on avait du mal. Et au final, on a convergé vers une simple bubble map plutôt, et de travailler sur le tooltip pour justement afficher des informations supplémentaires sur ça. Et d'un point de vue modélisation, c'est aussi pour ça qu'on a dernière donnée mesurée, qui d'ailleurs ne contient pas que des équipements, puisqu'on mélange tout un tas de choses. Et on a des mesures d'axe qui vont nous afficher en fonction du type des éléments. Alors, c'est toujours le même tooltip, mais il va s'afficher différemment en fonction des éléments. Donc, il y a eu des petits tips là, pour le coup, et visuels, mais aussi qu'on a dû mettre un petit peu de DAX pour y arriver, pour converger finalement vers cette carte, parce que elle était très attendue, très demandée. C'est vraiment le point d'entrée de l'application. Elle fait son effet wow. Mais néanmoins, il y a une petite déception au bout d'un moment, c'est que la carte fait l'effet wow, mais quand vous l'avez présentée à l'utilisateur, si je comprends bien, au final, c'est pas forcément leur page préférée dans l'application. C'est ça, Camille. Ça dépend de l'utilisateur, effectivement. Ça dépend Thomas pourra en parler mieux, je pense. Oui, c'est plutôt pour les profils chantier qui veulent en premier lieu savoir où est leur machine. Les profils équipement sont plutôt intéressés par la performance des machines. Et donc là, Camille va vous montrer l'écran de performance. Ça va venir. Pendant que j'ai la parole, une petite remarque là sur la surveillance de nos employés par les machines. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Vous savez qu'on a beaucoup d'employés quand même qui ne travaillent pas forcément dans leur machine. Donc ceux-là, on ne va pas réussir à les surveiller. Ou alors il va falloir mettre des capteurs sur les brouettes ou sur les marteaux des poseurs de pavés. Mais c'est vraiment pas le but. Je pense ça sur le ton de rigolade, mais c'est vraiment pas le but d'ITRAC. Et en plus de ça, on a beaucoup d'engins en location, donc ceux-là, on peut pas les monitorer non plus. Merci Thomas. Voilà, je redonne la main ou la souris à Camille. La souris. Donc maintenant que on a pu visualiser un petit peu nos équipements et regarder rapidement ce qui se passait. L'idée, c'est de pouvoir aller un peu plus les comparer entre eux. Et c'est là qu'arrive cette page agence où on est capable, en fait, de filtrer selon plein de critères qui nous intéressent. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a nos 3 indicateurs dont on vous parle depuis le début, les plus importants, c'est-à-dire le nombre d'heures de fonctionnement de la machine, le temps de ralenti, et la consommation de carburant. Il y a ensuite des petits indicateurs utiles au-dessus, dont un que je vais peut-être préciser, c'est ce coût de ralenti ici. En fait, le ralenti, c'est quand même quelque chose qui coûte à l'entreprise, ne serait-ce qu'en carburant ou en maintenance. Et pour nous, c'était très important de pouvoir sensibiliser les utilisateurs. Donc, on a fait une petite estimation de ce coût de ralenti, donc, qui reste relativement grossière, mais qui permet au moins d'avoir une idée de ce que ça représente. Et on a du coup mis un petit tooltip ici pour expliquer ce que c'était, parce que sinon c'était la première question qu'on avait. Oh, mais comment vous calculez le coût de ralenti? Peut-être préciser, le coût de ralenti, c'est l'équivalent quand vous laissez tourner le moteur de votre voiture pendant une demi-heure pour laisser la clim ou le chauffage. Donc ça coûte cher pour 3 raisons. Ça coûte cher parce que ça consomme, ça coûte cher parce que ça augmente la fréquence des révisions et des maintenances pour votre voiture, et ça coûte cher aussi puisque votre voiture, enfin dans le cas d'une pelle, elle s'use plus vite, du coup il faudra la changer plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Et en faisant ça, vous réduisez automatiquement aussi tout ce qui est émissions de CO2. Exactement. Donc là, bon, on peut filtrer un peu plus, donc par constructeur, par classe, c'est quelque chose de catégorisation en interne. Là, on va aller se concentrer sur une agence. La première était bien. Hop,
Et donc, on peut voir un peu plus ce qui se passe. Donc, on a des filtres donc, sur du périmètre, sur des j'en perds mes mots, des caractéristiques des équipements et aussi des filtres temporels, là, sur les 14 derniers jours, 7 jours, 48 heures. Et ici, ce qui a pu poser problème, en fait, c'est qu'au début, on s'était posé beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on trie ces visuels, en fait. Parce qu'on s'est dit, bon, il faut mettre en premier celui qui a fait le plus d'heures de fonctionnement, celui qui a fait le plus de ralenti ou alors le plus grand coup de ralenti surtout. Parce que pour une petite machine qui fait beaucoup de ralenti, ça ne va pas coûter aussi cher qu'une grosse machine qui fait un peu moins de ralenti que la petite machine. Et la consommation de carburant. Et en fait, ce qui est ressorti de nos utilisateurs, c'est que c'est très intéressant que tout simplement ils soient alignés les équipements. Parce que sinon, c'est dur de comparer. Donc là, on a les mêmes équipements qui sont tous alignés et tout est trié en fait par coup de ralenti. Donc en premier, ici, c'est l'équipement qui, sur cette agence, me coûte le plus cher. Et donc là, c'est-à-dire que sur 14 jours, elle m'a quand même coûté 187 €. Bon, on va arrondir 150, 200 euros de ralenti. Donc, c'est quand même assez intéressant, sachant que chez Eurovia, c'est quand même assez décentralisé comme organisation. Donc, les chefs d'agence sont responsables de leur agence, de leur budget. Donc, ça, c'est typiquement quelque chose qui peut les intéresser. Voilà. Et aussi une remarque, ça permet aussi à terme d'avoir les émissions de CO2 par chantier, parce que c'est des choses que nous demandent de plus en plus les donneurs d'ordre. Je trouve que c'est une chose qui est très positive d'ailleurs. Et c'était impossible jusqu'à maintenant parce qu'il fallait vraiment suivre la machine à la trace avec les consommations journalières et administrativement, c'était pas jouable. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est possible de faire maintenant avec l'IoT. Ouais. Exactement. Juste ici, on a la quantité de CO2 émis. Alors, dans les anecdotes qu'il y a autour de cette page, moi je l'aime bien, c'est parce qu'on y a passé beaucoup de temps, mais ce qui est intéressant, c'est il y a eu énormément d'allers-retours pour trouver les bons indicateurs. C'est-à-dire que là, finalement, c'est vrai que c'est la version finale, mais il y a eu plein de choses. Donc, en effet, Camille parle du tri, où ça a été un sujet de trouver quel indicateur on prend pour le tri et d'aligner finalement l'ensemble des véhicules. D'ailleurs, même le seul problème, c'est quand on scrolle. Là, tu as choisi un périmètre où il y a pas besoin de scroller, mais potentiellement, ça peut être la dernière chose à faire. Donc, en effet, il y a eu le tri qui était là, mais aussi plein de choses sur comment on comparait des équipements qui, des fois, ne sont pas comparables pour avoir des éléments. Donc, il y a eu un gros travail, finalement, d'aller-retour des indicateurs. Si on prend la première demande, la première salle d'indicateurs qui avait été demandée était assez basique, des consommations, des temps de ralenti, donc finalement des volumes, au final, qu'on a dû finalement retravailler pour justement les normaliser et faire en sorte qu'on ait quelque chose d'assez cohérent. Donc, l'exemple, par exemple, moi, que j'avais bien aimé, c'est que finalement, on s'est dit, bon, en fait, avoir des coûts, c'est bien de les avoir par heure de fonctionnement, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a potentiellement des machines qui font très peu d'heures de fonctionnement, très peu de temps de fonctionnement, et donc ça passe inaperçu pour faire ça. Donc on est sur des heures de fonctionnement, et donc il a fallu définir ce qu'était une heure de fonctionnement. Donc c'est quoi une heure de fonctionnement? C'est un véhicule qui a renvoyé un point de données, mais des fois il renvoie des points de données pour dire qu'ils n'ont rien fait. Donc il a fallu faire tout ce travail justement de qualification des données pour arriver à avoir la bonne mesure qui va bien. Donc moi j'ai bien aimé ce côté très itératif, et on a travaillé vraiment en mode, il y avait un atelier par semaine, je ne sais plus exactement quel était le rythme, mais en tout cas très très proche. D'ailleurs merci Teams aussi pour pouvoir avoir ces échanges en permanence pour faire ça. Et le dernier point, c'est le souci du détail aussi qu'on a dû avoir. Je prends l'exemple du temps d'utilisation, où d'ailleurs là moi ça me chagrine qu'il y ait les 3 petits points, mais par exemple sur le temps d'utilisation, on se disait est-ce qu'on le fait finalement en minutes, est-ce qu'on le fait en heures, est-ce qu'on le fait en jours, parce qu'en fonction de ce qu'on est en train de regarder, si je suis un responsable d'agence où j'ai beaucoup de véhicules, je vais être plutôt en jours finalement d'utilisation, mais si finalement je regarde juste 3-4 véhicules, je vais être plutôt en heures, voire même peut-être en minutes. Donc il va falloir trouver les éléments, et donc là par exemple derrière cette mesure, finalement on a une mesure de base qui est un nombre de minutes, on est resté sur des minutes, et en fait on fait tout le travail de formatage pour ramener ça. D'ailleurs, si là, ça passait en jour, ce qui est pas le cas, parce que là, il est normalisé sur une journée de fonctionnement, pour le coup. Mais en fait, on pourrait avoir un jour, 8 heures, 22 minutes. Alors, on n'est pas allé sur la seconde, pour le coup, parce que c'était pas intéressant. Mais l'idée, c'est qu'il y a eu un travail aussi de cette normalisation qui va bien. Voilà. Je souhaitais peut-être ajouter un point particulier.
Camille, sur cette page? Bah, je pense que c'est le moment de faire le lien avec la page suivante. Ouais, exact. C'est-à-dire, Et de parler un petit peu de navigation, c'est de dire, bah là, finalement, si j'ai envie de voir l'un des véhicules, là, comment je peux justement voir le détail et rentrer encore plus dedans. donc, on a déjà un petit peu de détails avec ce petit tooltip, mais si on veut aller plus loin, on est capable de passer sur une autre page en fait qui nous permet justement d'aller plus loin sur un équipement. Hop. Alors, attends que ça charge. Voilà. Donc là, on voit un équipement qui a pas mal travaillé. Donc ici, on a la carte satellite qui permet de réaliser un petit peu plus ce qui se passe sur le terrain. On a des données assez importantes sur des caractéristiques de l'équipement juste au-dessus. La carte avec l'ensemble des positions qu'on a eues, qu'on a détectées pour cet engin, avec en rouge les positions où l'engin a fait du ralenti, enfin le plus de ralenti. À droite, là, on retrouve à peu près le même graphe que dans le tooltip, c'est-à-dire qu'en rouge, le temps de ralenti, en gris, le temps d'utilisation réel, effectif, en bleu, là, la consommation de carburant en litres par heure. Et juste en dessous, ici, là, sont les codes alertes dont on parlait un petit peu plus tôt. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment on peut interagir et aller un petit peu plus loin avec ces visuels. C'est vrai qu'avec Power BI, quand on clique sur un visuel, sur une barre, bah, tout de suite, en fait, ça va filtrer les autres. Donc là, je suis capable de me dire, bon, bah, où est-ce que l'engin était dans cette journée? Et puis, je me dis, bah, j'aimerais bien aller peut-être un peu plus dans le détail. Alors, on va peut-être filtrer un peu plus, sinon, oh, on peut voir. On est capable de descendre dans la hiérarchie, là, pour aller voir un petit peu plus sur la journée. Hop. Bon, allez, on va aller là. Et là, on se dit, tiens, à ce moment-là, il y a beaucoup de ralentis. Où est-ce qu'était la machine? Elle était là. On va zoomer un peu plus. Et on se dit, bon, bah, c'est à cet endroit que la machine fait le plus de ralentis. Pourquoi? On va être capable de se poser les bonnes questions. Puis peut-être, ici, c'est peut-être là qu'est la machine à café. Bah, peut-être tout simplement, il faut mettre une affiche à côté. Pensez à couper votre moteur. Donc, on est vraiment, enfin, le point qui est assez intéressant, c'est que les rapports ont été pensés aussi pour être opérationnels. Alors, tout à l'heure, Thomas présentait beaucoup d'utilisateurs différents, des gens plutôt des gens plutôt casse de chantier, des gens plutôt au siège et crate. Là, on est vraiment pour une bonne partie des utilisateurs, on a essayé de justement réfléchir quelle était l'action, enfin, comment avec cet outil ils pouvaient prendre une action concrète, en l'occurrence d'analyser pourquoi ils avaient un temps de ralenti. Donc, c'est à chaque fois on a été drivé par la question finalement, et itérativement on a convergé vers cette page. D'ailleurs, pour l'anecdote, on avait, je crois, sur les premiers ateliers, on avait beaucoup plus de pages que ça, et finalement on a réussi en jouant avec l'ergonomie des pages, avec les drill down, avec les interactions, on a réussi finalement à converger et à voir ces trois niveaux: la carte générale, les agences, enfin ce qu'on appelle la page agence, et ce qu'on appelle la page équipement. Évidemment, il y a d'autres pages, mais elles n'ont pas forcément d'intérêt ici. Alors, tu as parlé du drill down. On voit ici qu'il y a les codes d'erreur. Alors, il y a un truc, je vais donner tout de suite la réponse. On aurait adoré, dans sévérité, mettre la ligne en rouge quand il y a des vrais problèmes, hein. Donc là, on voit tout ce qui se passe sur la machine qui nous est remontée par le protocole AEMP, pour le coup. Et le problème, c'est que, en fait, sévérité, pour un constructeur, ça va être low, medium, high. Et puis pour d'autres, ça va être rouge, vert et jaune, etc., etc. Donc, il y a un manque de cohérence là-dessus. Donc, il y aura un petit travail à faire dans le modèle pour rendre ça cohérent. Mais ça n'a pas encore été fait. Et donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir finalement quelque chose qui est un petit peu en amont, d'avoir toute cette plateforme IoT pour justement faire ça en amont et faire en sorte que côté rapport, on n'ait pas trop à se prendre la tête à savoir que Caterpillar c'est du low ou que Liebherr c'est la catégorie rouge. Aussi tout le problème de multi-régions, tu l'as dit Thomas en introduction, hein, vous êtes multi-pays, multi-culture, donc évidemment il faut que le produit marche dans ces différents éléments.
Okay. Une remarque, là je rebondis sur la remarque là, sur la machine à café. Donc je réitère les propos, le but ce n'est pas de surveiller nos employés. Donc là, si on constate un temps de ralenti à côté d'une machine à café, ce qu'on va faire, c'est pas sermonner le conducteur, c'est plutôt réfléchir à un moyen technique d'éviter le ralenti quand quelqu'un sort de sa machine. Donc aujourd'hui, il y a des possibilités d'avoir des arrêts automatiques de machine, par exemple quand il n'y a plus de conducteur sur le siège. Du coup, au bout de 3 minutes, la machine s'arrête. Donc, c'est plutôt de cibler des améliorations systémiques, donc vraiment par système, pour éviter que ça soit trop. Quand on identifie quelque chose, on le change de manière technologique pour que ça se reproduise, parce que c'est intenable de surveiller 38 000 collègues sur Power BI. C'est pas le but. Ok, un petit message de bien couper les micros si jamais vous rejoignez cette conférence. Oui, d'ailleurs, c'était dès le début, hein, il y a eu dans le suivi du projet, hein, donc je prends vraiment le projet au sens large, ce souci de GDPR, d'ailleurs en plus qui est très européen, alors que finalement vos agences au Québec ou aux États-Unis ont peut-être une vision différente des choses, mais en tout cas, on s'est posé collectivement, hein, c'est pas forcément nous ni vous, mais on s'est posé collectivement tout un tas de questions sur ça. Et là, on parle bien des équipements. Hein, voilà. Mais cette blague de la machine à café, elle a duré tout le projet, donc c'est normal qu'elle dure encore un petit peu après, pour le coup. Alors, peut-être un point à la rigueur, je regarde le timing, on est plutôt bien. Je vois ici qu'il y a un élément vert hein, qui s'appelle sans anomalie, Camille. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai des éléments de réponse, mais en tout cas, c'est toi toute seule qui l'a fait, parce que moi, quand on vous a livré l'application, il n'y avait pas cette notion d'anomalie. On a pu le voir pour ceux qui ont de bons yeux, on a pu le voir aussi dans les filtres, qu'il y avait la notion d'anomalie, pas d'anomalie à la rigueur, justement comme c'est quelque chose que tu as développé. Comment tu as fait ça? Micro coupé, Camille. Là. C'est bon, ça va mieux? Ça va mieux. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai qu'en fait, ce qu'on avait comme problème, c'est que quelques machines nous renvoyaient des données aberrantes, mais vraiment aberrantes. C'est-à-dire une machine qui a une consommation de carburant négative. Bon, bah, j'aimerais bien qu'elle produise du carburant, mais c'est pas gagné quand même. Et donc, il a fallu faire un traitement en fait par équipement pour être capable. Ce qui se passe, c'est que pour chaque équipement, je vais lui associer sur les 14 derniers jours une étiquette, c'est-à-dire est-ce qu'il est sans anomalie? Est-ce qu'il a une anomalie mineure, c'est-à-dire qu'il fait quelques anomalies, mais vraiment peu? Il en a peut-être fait 2 sur les 14 jours. Est-ce qu'il en fait un peu plus? Ou est-ce qu'il en fait beaucoup, beaucoup? Si là, par exemple, je remets les anomalies, on va sûrement en trouver quelques-unes. Si je prends les anomalies mineures, alors là, sur les 14 jours, on ne les voit pas. Ouais, si sur un périmètre peut-être plus petit. Ouais, c'est ça. Trop petit. Le périmètre est potentiellement un peu trop petit pour qu'on voit des anomalies. Mais sinon, en général, ça arrive tout de suite. Hein, on voit tout de suite des consommations négatives. Voilà. Là, on a des temps négatifs. Bon. Là, on se doute qu'il y a une grande barre négative quelque part, vu la taille des autres toutes petites barres. Donc, c'est pour ça qu'il a été très important d'être capable de mettre ce filtre, parce que sinon, en fait, ça pourrissait la visualisation pour toutes les données normales. Et ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que je pense que c'était bien que tu nous parles de ça, Camille, c'est que typiquement, là, tu as été autonome et tu as utilisé Power BI pour justement implémenter cette petite fonctionnalité parce que, en fait, on ne l'avait pas prévu dans la partie back-end et tu en avais besoin rapidement de pouvoir juste exclure, par exemple, tous ceux qui ont une consommation négative. Donc, évidemment, tu le disais tout à l'heure dans les plus, les moins, c'est que là, il faut demander aux gens qui ont fait la plateforme de dire est-ce que vous pouvez rajouter une règle, etc. D'ailleurs, c'est un sujet qui est toujours ouvert et en discussion. Mais là, en tout cas, toi, tu avais un impératif rapide. Et tout simplement, grâce à Power Query, tu as pu mettre finalement ce filtre, en tout cas ce tag, puisque tu l'as fait sous forme de tag pour justement pouvoir identifier aussi les anomalies. Et donc, tu as été autonome pour rajouter une intelligence sur le modèle pour faire ça.
parce que techniquement, dans Power Query, il n'y a quasi rien, puisqu'on faisait le travail, on fait le travail en amont pour présenter un data mart à peu près propre, pour le coup, mais là, on voit bien le souci. Mais en tout cas, tu as eu la main pour mettre cette dernière couche, finalement, et donc c'est là, donc Thomas en parlait, la flexibilité qu'il y a avec Power BI, c'est que ça te permet finalement de faire le dernier kilomètre et de dire, bah mince, je peux pas déployer ou je peux pas le présenter à des utilisateurs parce qu'il y a quelques points qui sont pas bons. Ça te permet de pouvoir les taguer. Voilà. Et d'ailleurs, je te félicite d'avoir fait ça toute seule, sans assistance, directement avec Power BI. Alors, la transition, justement, on parle de données en anomalie. Je vais revenir sur les slides, je vais reprendre la présentation. Hop, après la démo. Et on va parler justement on va revenir un petit peu sur les points chauds qu'il y a eu sur le projet. Hein. Enfin, quand je dis points chauds, en tout cas des éléments qui ont suscité quelques points de vigilance quand vous faites ce type de projet. Alors les points chauds, n'hésitez pas à commenter Thomas et Camille. Hein. Je l'ai fait avec finalement mon prisme ou ma vision. Donc n'hésitez pas à abonder là-dessus. Et le premier, finalement, il est inhérent à un projet IoT. Donc, c'est les anomalies IoT. Et finalement, il y en a deux types, en fait. Donc, celle que tu disais, Camille, donc quand un véhicule renvoie 0,0 en termes de localisation, ou quand il renvoie une consommation négative dessus, c'est des fois, enfin souvent ce qu'on appelle un dirty read, c'est le capteur qui déconne, ou des choses comme ça qui est quand même renvoyé. Et donc, dans tout projet IoT, il y a un travail en amont pour justement traiter ces données-là et essayer finalement d'analyser ce qui est une anomalie. En sachant qu'il ne faut pas non plus exclure des anomalies, des vraies anomalies qu'il pourrait y avoir, comme potentiellement une surconsommation d'essence, puisque justement le projet est là pour les mettre en avant et qu'on puisse les voir. Donc c'est un premier point, c'est que l'IoT finalement arrive avec des choses complexes à gérer qui sont finalement, est-ce que c'est une vraie anomalie ? Est-ce que c'est une fausse anomalie? Donc, on a souvent des faux positifs là-dessus qu'on va devoir traiter. Donc là, pour le coup, on a la plateforme IoT qui va gérer ça. Aujourd'hui, tu as fait ce dernier kilomètre avec Power Query, mais évidemment, on est en train d'implémenter, mais cette fois-ci, un truc beaucoup plus compliqué de moteur de règles qui pourrait potentiellement être customisable et détecter ces anomalies. Le deuxième point, c'est la consistance des données. On le disait, c'est que potentiellement, on va avoir un véhicule qui ne va pas donner de signe de vie pendant 4 jours. Donc, il faut gérer ça parce qu'on a des périodes finalement où on a peu de données et alors qu'il a fonctionné. Hein, je ne parle pas d'un véhicule qui est éteint, je parle d'un véhicule qui fonctionne, mais qui, je ne sais pas pourquoi, oublie d'envoyer de la donnée. Et d'un coup, on va avoir une distance. On va dire que, je ne sais pas moi, mercredi, il a fait une distance de 2000 km. Non, c'est tout simplement parce qu'il a bien marché tous les jours, mais il nous donne le dernier écart qu'on a, puisque le protocole AMP nous donne des cumulatifs et non pas des différentiels. Donc, on a ce problème-là à traiter dans la consistance des données. Donc, c'est deux points qui ont été un petit peu compliqués à gérer et qu'on a pu découvrir ensemble finalement pendant le projet. Deuxième point chaud, alors j'aurais pu dire SAP au sens large, mais globalement, c'est le problème des données SAP, c'est que finalement, il faut trouver les bonnes données dans SAP, et SAP est une grosse bête qui fait bien plus de choses que simplement de l'IoT. Donc, il faut trouver les bonnes données. Donc, Camille, tu as pas mal galéré pour, par exemple, ne serait-ce savoir la liste exhaustive des équipements d'Eurovia. On pourrait penser que c'est simple, et ben non, en fait, c'est pas si simple que ça de trouver les bonnes données. Et une fois qu'on a trouvé les bonnes données, en fait, il faut les croiser avec EMP. Et ça, c'est une problématique qu'on a, et qui n'est pas liée à Power BI, mais qui est liée à un projet BI au sens large. C'est finalement faire de la réconciliation de données, parce que potentiellement, chez certains constructeurs, le numéro de série, ils ont mis la plaque à la place du numéro de série, ou inversement, c'est peut-être dans SAP, plutôt que de mettre le numéro de série, ils ont mis la plaque. Donc, on a tout un tas d'éléments de réconciliation. Et encore une fois, si vous vous rappelez l'architecture, pourquoi il était important aussi d'avoir cette plateforme un petit peu au milieu, parce que finalement, c'est cette plateforme qui fait ce travail-là. Oui, techniquement, on aurait pu le faire dans Power BI, on aurait pu faire des joins en Power Query dans Power BI avec tout un tas de règles, de dire si je ne trouve pas le numéro de série, alors je prends le numéro de la plaque, etc. Mais on a préféré implémenter ça en amont dans l'intégration des données référentielles avec tout un tas de règles de traitement pour justement remonter les anomalies aux personnes qui doivent retraiter les données, parce que c'est bien beau de détecter une anomalie, mais il y a un moment, il faut retraiter la donnée. Donc, on a mis ça en amont. Donc, ça a été un petit peu un point chaud, finalement, qu'on a, parce que finalement, toutes ces problématiques, on les a découvertes pendant le projet, pour le coup. Mais je pense que vous en reparlerez peut-être avec la conclusion.
Alors, il nous reste quelques minutes. L'idée, c'est de parler un petit peu du futur, pour le coup. Donc, c'est des choses des travaux qui ont commencé. Aujourd'hui, c'est pas en production, même si là, on va voir, il y a des choses qui ont été créées par Camille et Thomas dessus. Mais c'est de se dire, parce que c'est un des objectifs de tout ce projet IoT, c'est pas juste de faire un rapport Power BI en mettant des points sur une carte, c'était aussi d'aller un petit peu plus loin et de mettre un petit peu d'analyse avancée. Et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, de l'intelligence artificielle sans galvauder le mot. Alors moi j'ai fait ça, un élément que j'ai présenté à Camille et à Thomas. Alors, moi j'étais très content. J'avais un élément là-dessus où on se dit finalement je suis capable, là en l'occurrence, alors j'ai un peu masqué les données, mais on est sur des catégories d'équipements avec finalement l'évolution de certaines des métriques là-dessus. Et on voit finalement que en fonction d'où on clique, on va avoir quelque chose qui va être regroupé ou quelque chose qui va s'étendre. Et finalement ils m'ont dit ouais mais bon c'est bien gentil ton truc, c'est joli, ça bouge, mais ça répond pas forcément à une question qu'on se pose. Et donc, ils se sont prêtés à l'exercice et ils ont fait leur version. Et là, Camille, je te passe la main, ou Thomas, je vous laisse expliquer ce rapport. Alors moi, il me cause moins, mais pour le coup, il répond à une question vraiment chez vous et on peut dire que c'est de l'analyse avancée de données. Donc là, on est sur un diagramme en boîte. Donc, en bas, ce qu'on a, c'est juste les différentes catégories d'équipements qu'on peut avoir. Et on les étudie en fonction de leur consommation de carburant en litres par heure. Et là, donc en fait, sur les moustaches, donc sur les traits en haut et en bas, on va voir les valeurs extrêmes. Et ensuite, à l'intérieur, dans la boîte, on va voir en fait la majorité des équipements, 50% des équipements qui vont se retrouver là-dedans. Et donc en fait, ça permet tout de suite de voir déjà les valeurs qui sont aberrantes, c'est-à-dire que la valeur, la bleue tout en haut, entre 40 et 50 litres par heure de fonctionnement, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas avec cette machine. Donc, soit c'est le boîtier IoT, ou alors il y a de la maintenance à faire. Enfin, il faut peut-être aller creuser. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous donne un petit peu une indication. Enfin, ça confirme ce qu'on pense et qu'on sait depuis quelques temps, mais sans avoir les détails. C'est-à-dire que la consommation de carburant, en fait, est directement liée au poids de la machine. Et donc là, en fait, dans les catégories, on les catégorise un petit peu par poids aussi. Et donc, on voit en fait la consommation de carburant qui augmente un petit peu en fonction là, des catégories par poids de la machine. Ça nous permet aussi de confirmer nos fourchettes, de se dire, bon, pour cette catégorie-là, on doit consommer entre 10 et 20 litres de carburant par heure. C'est pas des fourchettes, c'est des moustaches, tu disais. Presque. Ouais, en fait, donc tout simplement, on parle c'est des quartiles, hein, mais ça vous permet finalement d'avoir un outil de benchmark, ce qui est assez intéressant parce que en effet, je crois que c'est Camille, Thomas qui l'a dit tout à l'heure, mais une personne qui est responsable sur son chantier, il n'a pas forcément cette vision un petit peu large. Donc lui, ça se trouve, son chiffre, tant qu'il n'y a pas de baseline ou de benchmark, il est peut-être correct. Et en fait, là, ça vous donne une vision, on va dire, de toute la société qui vous permet finalement d'avoir une prise, d'avoir des actions possibles à l'échelle de l'entreprise pour faire ça, ou comme tu l'as dit Camille, de tout simplement s'apercevoir que là il y a vraiment une anomalie parce que l'écart type des éléments va bien. Bon, alors il manque l'axe temporel, hein, moi je reste sur mes bulles qui bougent, hein, je trouve ça joli, mais il manque l'axe temporel, mais globalement là vous avez un graphe qui, alors de prime abord il est un petit peu compliqué à appréhender, mais en fait il est là pour répondre à une question et pour vous permettre au quotidien de faire tout un élément. Donc ça c'est de l'analyse avancée. Oui. Je ne veux pas faire les rabat-joie, mais on a dépassé l'heure. Alors moi, je suis toujours à 57 et 46 secondes, mais ça tombe bien, il reste... allez, on va aller très vite. Juste vous dire sur quoi on va travailler. Je vais le faire ultra rapidement, ce slide. C'est donc la détection d'anomalies. Donc on vous parlait justement de ces faux positifs et de détecter si finalement on avait une vraie anomalie ou une anomalie qui est bon, qu'on doit remonter parce qu'il y a une surconsommation d'essence. Là, on va attaquer finalement un nouveau sprint où l'idée c'est de se dire utilisons des algorithmes. Alors là, par exemple, c'est des screenshots, c'est pas des screenshots du projet, hein, c'est des screenshots d'un service cognitif qui se trouve dans Azure qui permet de faire de l'anomalie détection sur des time series, par exemple. Donc là, typiquement, on va tester, voir si finalement on peut avoir un algorithme qui va nous taguer ce que Camille a fait manuellement avec du Power Query, la notion d'anomalie mineure, anomalie majeure, voire de retirer carrément le point si c'est quelque chose qui est considéré comme un dirty read. Donc on va travailler là-dessus. L'idée, c'est de mettre de l'IA, au sens
alors je ne veux pas galvauder le mot, hein, mais globalement, ça reste de la statistique avec des écarts par rapport aux moyennes, etc. Mais l'idée, c'est de le faire en mode un peu black box, de faire en sorte qu'en amont, quand le point arrive, on est capable de le taguer cette fois-ci avec toute la plateforme IoT qui va bien. Et enfin, on va terminer. Il nous reste 1 minute pour faire les 60 minutes de session. Je vous laisse, Camille et Thomas, à la rigueur, revenir sur les lessons learned de ce projet. Quels sont les enseignements si quelqu'un devait faire à peu près le même type de projet? Ouais, l'enseignement principal, c'est que le diable est dans les détails. C'est que connecter des engins, finalement, c'est facile, mais récupérer des données exploitables, c'est l'enjeu. Tiens, on a une mise en abîme. Voilà, donc c'est bien connaître ces données et ne pas négliger le retraitement. C'est vraiment la partie cachée de l'iceberg qu'il ne faut pas négliger. Et puis pour les deux, je laisse Camille, en particulier sur UX, la spécialiste. Et après, ensuite, au début, on espérait, enfin moi surtout, en atelier de cadrage, réussir à ressortir avec une page de dashboard toute belle, toute propre, et c'est ça qu'on aurait exactement. Et bah, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est après, au fur et à mesure, parce que tout au long du développement, on a montré petit à petit à certains utilisateurs qu'on se rend compte que bah là, en fait, le nombre d'heures totales de tes machines sur une agence, bah, ça ne te parle pas beaucoup. Alors que le nombre d'heures par jour de fonctionnement, ça t'intéresse énormément. C'est-à-dire que les machines, plus tu les fais travailler par jour, plus elles sont rentables, en fait, plus tu as eu raison d'investir. Alors que si tu les fais travailler 1 heure par jour, bon, bah, fallait peut-être la louer. Et ensuite, justement, bah, ça revient un peu sur ce souci du détail, c'est-à-dire aller chercher ce qui correspond à l'utilisateur, ne serait-ce que dans la couleur qui était importante ou même dans cet indicateur-là précisément qu'on veut voir. Et donc, c'est une recherche un peu permanente. On est toujours en train de chercher ce qui correspond le mieux. Voilà. Et je ne renchérai pas, je ne peux dire que je suis d'accord en effet sur tous ces points, juste parce que ça fait 1 heure et 1 minute, donc il est temps de clore cette question, de cette session. Éventuellement, on peut prendre quelques questions dans le chat, hein, donc même si on arrête l'enregistrement, ce que je te propose, Marie, c'est d'arrêter l'enregistrement, mais on peut continuer s'il y a quelques questions, quelques minutes, et sinon après on a le chat pour pouvoir discuter si vous avez des questions pour Camille et Thomas.